avait signé, daté et envoyé un livre de faits. Parce que quand les opinions divergent, la seule chose sur laquelle nous pouvons nous entendre, ce sont les faits. Et nous avons cherché à connaître les faits. C'est un livre de preuves. C'est un livre sur une promesse républicaine trahie, sur un marché colossal, avec des échecs qui obligent à regarder en face notre manière de protéger l'intérêt général. Ce livre est né d'une simple question, une question peut-être brutale, mais une question impossible à esquiver. Et elle est celle-ci. Comment a-t-on pu, dans un marché de 92 milliards, décaisser 37 milliards, équivalent à 40% du marché, et qu'on en soit, à la date du 19 décembre 2025, à 25 villages électrifiés, sur 1740 annoncés? C'est à cette question que nous avons cherché à répondre, et le ratio nous donne 1,5% d'exécution du marché. Et cette date du 11 juin n'est pas fortuite dans cette histoire. Parce que le 11 juin 2024, nous sommes le 11 juin 2026, c'est le 11 juin 2024 qu'on avait décaissé 37 milliards. 2 ans après, à la dernière conférence de presse du directeur général de l'ASER, on nous dit qu'on a électrifié 40 villages. 40 villages que nous ne voyons pas. Donc 2 ans après le décaissement, xaalis bi nee na mër nu ko Badara Gadiaga doon waxee ana xaalis bi nee na mër. Voilà. Donc, et pour répondre à cette question, comment en est-on arrivé à cela? Nous avons regardé les documents, nous avons regardé les rapports, nous avons regardé les décisions de justice, nous avons regardé les communications publiques des différents intervenants, nous avons regardé des échanges internes. Certains vont me demander, ouais, mais boy, il faut que je le. Bon, je vais faire simple. Il y a une partie de ces documents qui se trouve ici. Et ça, j'étais un jour dans un café et quelqu'un m'appelle. C'est vous, M. Fofana? Oui. Bon, j'ai pour vous un colis. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, non, attendez, j'arrive. Quelqu'un m'a chargé de vous remettre ces documents. C'est qui? Je ne sais pas. Donc, j'ai regardé. Et la première chose, c'est d'abord de vérifier l'authenticité. Vérifier l'authenticité d'abord, pour voir est-ce que les documents sont exacts, est-ce que c'est de vrais documents, avant de pouvoir les utiliser. Et la deuxième chose, c'est de creuser. Et nous avons creusé avec d'autres et d'autres et d'autres pour arriver à ce résultat. Et cela, pour vous dire que ça, c'est juste une partie des documents qui ont été utilisés. Car pour faire ce travail, il ne nous a pas fallu pas moins de 600 pages de documents que nous avons lus, relus, analysés, synthétisés. Il nous a fallu pas moins de 50 heures de vidéos que nous avons consultées. Toutes les déclarations publiques de tous les intervenants dans cette affaire, nous avons pris le soin de les regarder, de les suivre et d'en tirer l'essentiel pour faire ce travail que nous vous présentons. Donc, loin du sensationnel, nous nous sommes attachés à démontrer, étape par étape, les mécanismes qui ont permis qu'un projet vital dans le milieu, pour des milliers de familles dans le monde rural, se transforme en crise nationale. En effet, cette histoire, connue de tous, mais seulement racontée différemment, montre comment un marché est passé d'un dossier technique à une crise de confiance, en passant par une crise administrative, une crise de gouvernance et un imbroglio juridique. Pour vous donner un exemple, certains parmi ces illustres personnalités qui sont dans cette salle ont fait ou font l'objet de poursuites judiciaires sur la base du rapport de la Covid. Ce rapport sur la Covid, sur la gestion des fonds de la Covid plus précisément, n'a concerné que 6 milliards de francs CFA. Et pour 6 milliards de francs CFA,
le procureur général, le procureur de la République, le procureur financier ont fait face à la presse pour nous dire que l'argent public est sacré et il faut aller rechercher. Et voilà que 37 milliards ont disparu. Aucune communication officielle. Aucune information venant de là où on devrait l'attendre. Et ça interroge forcément sur la sélectivité avec laquelle on mène certains dossiers. Donc ce livre n'accuse pas, il expose. Il ne cherche pas le vacarme, il cherche la clarté et la lumière. Il rappelle une vérité simple, un état n'est fort que s'il accepte d'être vérifié. J'ai écrit ce livre avec une conviction, la vérité, même lorsqu'elle dérange, c'est une dette envers la République. Chaque page repose sur des documents authentiques, des correspondances officielles, des décisions de justice, des textes réglementaires, des témoignages publics. Je n'y ai mis ni rumeur, ni insinuation, ni facilité. Là où les faits parlent, je les ai laissés parler. Certainement que certains se demandent, comme j'ai répété, où a-t-il trouvé le document? Beaucoup de preuves nous ont été données anonymement. Parce qu'effectivement, il y a des Sénégalais soucieux de l'intérêt public, soucieux de l'argent public, et qui voient des choses qui ne sont pas claires et qui, finalement, arrivent à dire. C'est le moment de dire. Et c'est le moment d'en parler. Donc ce livre ne vise ni à fragiliser une institution, ni à condamner des personnes. Il vise à mettre des faits en lumière parce qu'une démocratie respire mieux lorsque la vérité circule. Je souhaite que ce livre contribue à renforcer la redevabilité, non par défiance, mais par respect des citoyens et du sens de la République. J'assume pleinement ce livre et l'idée simple qui le traverse. Les citoyens méritent la lumière au propre comme au figuré. Aveux signés, datés et envoyés montrent comment des alertes ont été ignorées. Parce que quand vous lirez, vous vous rendrez compte ici que la première alerte, c'était le défaut du paiement de la prime d'assurance. C'est comme si Cheikh Oumar me disait, j'ai été prendre une assurance, on me l'a donné, je n'ai pas payé. Or, le code CIMA dit que si vous n'avez pas payé, l'assurance n'est pas valable. Or, ici, on a émis les assurances. Elles sont valides, mais les primes ne sont pas payées. Et j'ai adoré la formule de Baba Diallo quand je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas regardé si les primes avaient été payées ou non? Et il m'a répondu, est-ce que le policier dans la circulation, il s'assure que vous avez payé l'assurance pour voir si elle est valide ou non? Donc, à mon niveau, en tant que DG de l'ASER, je n'avais pas pour vocation de vérifier est-ce que la prime était payée ou non. Or, celui qui devait le faire, le ministère des Finances, à travers la Direction nationale des assurances, ne l'a pas fait. Et l'argent public qui était supposé électrifier des villages du Wassadou, hein, Ousmane, qui était supposé électrifier des villages à Kermbouki, qui était supposé électrifier Delbi, de Seigne Khadim Mbaké ici présent, et cet argent-là a servi à payer la prime d'assurance, la caution. Ça, c'est la première anomalie que tout le monde a vue et personne n'a rien dit. On continue pour nous dire que le marché a été renégocié parce qu'il y avait surfacturation. On me dit que Moustapha Diakhaté m'a vendu un bien qui normalement devait coûter 1000 francs, il me l'a vendu 10 000 francs. Et au lieu d'amener Moustapha Diakhaté devant la loi, devant les juridictions compétentes pour que les sanctions
puisse lui être appliquée, je dis à Moustapha, kaay ñu waxtaan. Donc, on prend quelqu'un pour surfacturation, au lieu d'annuler le marché, on dit on renégocie. Ça, c'est l'autre anomalie de ce marché. Et quand on a renégocié, on nous a vendu un supposé bénéfice qui n'existe pas. Quand vous lirez les explications de Baba Diallo, vous comprendrez que ce qui a été renégocié, c'est là où se situe vraiment et véritablement la surfacturation dans cette affaire. L'autre anomalie, c'est d'avoir ignoré le régulateur des marchés publics. Dans cette salle, il y a M. Omar Sarr que je salue respectueusement. Il a été conseiller juridique du directeur de l'ARMP. Il a été directeur de la formation et de la directeur des affaires juridiques, je crois. Il a été secrétaire général à l'APIX. C'est un ancien magistrat et il a pris sa retraite comme inspecteur général d'État. M. Sarr fait partie de ceux qui ont écrit beaucoup de textes sur les marchés publics. Il connaît la valeur de ce qu'est un régulateur. Et pour la première fois dans ce pays, une autorité contractante refuse de déférer aux injonctions d'un régulateur. Et nous l'avons vu dans ce marché. Quand le marché a été porté à l'ARCOP, l'ASER a refusé de répondre aux demandes de l'ARCOP. Dans une administration normale, cela n'aurait jamais dû exister. Et on finit par l'autre dérive, c'est quand le dossier atterrit à la Cour suprême. Vous serez surpris de voir que d'abord, la Cour suprême a statué sur un marché provisoire. Or, la Cour suprême n'a compétence que sur des marchés définitifs, sur des décisions définitives, pas sur une décision provisoire. Ça, c'est la première anomalie. La deuxième, c'est que nous sommes dans un cadre d'un contentieux administratif. Au lieu que la chambre civile et commerciale hérite du dossier, au lieu que la chambre administrative hérite du dossier, elle a été dessaisie au profit de la chambre civile et commerciale. Donc c'est comme si on demandait à un juge pénal de statuer sur un cas de divorce. Un juge civil peut statuer sur un cas de divorce, mais pas un juge pénal. Donc, ce document montre comment des alertes ont été ignorées, comment des garanties de validité sans base suffisante et comment les silences ont aggravé le désordre. Mais derrière les chiffres, il y a encore plus grave. Derrière les chiffres, il y a des villages qui attendent la lumière qu'ils ne voient pas. Derrière les chiffres, il y a une pharmacie ou il y a une maternité qui n'a pas de crèche. Derrière les chiffres, il y a une activité économique qu'on arrête très tôt, faute d'électricité. Derrière les chiffres, il y a un forage en panne, faute d'électricité. Donc si on se met à parler de chiffres, c'est bien, mais il nous faut également regarder qu'au-delà des chiffres, il y a des Sénégalais à qui on avait promis la lumière et qui ne le voient pas. Dans un marché qui était supposé durer 3 ans, nous avons fini d'épuiser les 2 ans et jusqu'à présent, rien n'est fait. Et la dernière information sur ce marché, la presse en a parlé et ce n'est pas fini. Ce que la presse a dit, c'est vrai, mais il y a d'autres développements qui vont venir et nous en reparlerons une prochaine fois. Car l'enjeu dépasse la technique. Elle touche à la dignité, elle touche à l'égalité, elle touche à l'égal accès des citoyens devant la République. L'électrification rurale n'est pas un luxe, ce n'est pas un confort, c'est un droit de dignité, c'est une condition de développement, c'est un test de justice sociale, c'est un test de justice territoriale. L'accès à l'énergie est un droit fondamental et un levier de survie économique, non un privilège. J'aime souvent dire, quand j'étais à l'AME, que quand vous vous plaignez d'une facture chère d'électricité, pensez à ceux qui n'ont pas d'électricité. Quand vous dites que la Sénélec nous vole, pensez à ceux qui s'illuminent avec une lampe torche ou avec le feu de bois. Aujourd'hui,
Je publie ce livre avec humilité et responsabilité. Humilité parce que nul ne détient toute la vérité. Responsabilité parce que les faits réunis imposent d'être partagés. Si ce livre doit servir, alors qu'il serve pleinement, qu'il ouvre le débat, un débat lucide, qu'il impose une exigence de transparence, qu'il renforce nos institutions au lieu de les laisser s'user dans l'opacité, et qu'il rappelle une bonne fois pour toutes que l'État n'est grand que lorsqu'il accepte la vérité. Mesdames et messieurs, ce livre est une alerte, mais aussi un appel. Un appel pour une République plus rigoureuse, plus transparente, plus fidèle à sa parole. Un appel à un pays où la lumière n'est pas seulement une promesse, mais un droit garanti. Je ne saurais terminer mon propos sans faire vivre cette parole. Je vous remercie surtout de continuer à croire encore qu'aucune démocratie ne tient durablement sans vérité, sans contrôle et sans courage. Je vous souhaite à tous bonne lecture et nous vous attendons pour le débat. Je vous remercie.